Ça n'a pris que 47 secondes. Ça n'a pris que 47 secondes. Moins d'1 minute. Et pourtant, ces quelques instants ont suffi à faire basculer tout l'échiquier politique français. Marine Le Pen venait de tendre son piège, millimétré, pensé comme une partition de maître. Face à elle, Sébastien Lecornu, jeune premier ministre, cible idéale. Elle le fixait, ce petit sourire en coin bien connu, attendant l'effondrement. Elle s'imaginait déjà le voir bafouiller, le regard fuyant, balbutiant une réponse confuse sous le regard impitoyable de l'hémicycle. Mais non. À la surprise générale, Lecornu s'est levé, lentement. Puis il a prononcé une phrase, une seule. Et c'est comme si le temps s'était figé. Le silence est tombé sur l'Assemblée, pesant comme un couvercle. Ce n'était pas une de ces passes d'armes politiques qu'on oublie dès le lendemain. Non, c'était une rupture nette avec le passé. L'instant précis où un nouveau visage est monté sur scène, non pas pour participer, mais pour défier ouvertement l'autorité en place. Et faire comprendre sans équivoque que l'ère de toute puissance du Rassemblement national touchait brutalement à sa fin. Le 15 janvier 2026, au Palais Bourbon, Marine Le Pen s'attendait à une formalité. Pour elle, cette séance devait s'inscrire dans la continuité d'une domination parlementaire presque mécanique, entretenue sans accroc depuis 3 années entières. Depuis le séisme électoral de juin 2022, la chef du Rassemblement national avait, pas à pas, verrouillé sa position. Impossible d'exister politiquement sans passer par elle. Les textes majeurs, les arbitrages sensibles, les équilibres fragiles, tout finissait par transiter, d'une manière ou d'une autre, par son assentiment. Les premiers ministres se succédaient, mais tous adoptaient le même réflexe. Temporiser, négocier, flatter parfois, s'incliner souvent. Certains allaient jusqu'à des concessions publiques humiliantes, simplement pour éviter son veto ou, à défaut, s'assurer de son silence bienveillant. Quelques jours avant le vote de confiance décisif, loin des regards et des micros, une réunion discrète s'était tenue dans son quartier général du 8e arrondissement de Paris. La nuit était déjà avancée lorsque les portes se sont refermées. Dans son vaste bureau personnel, entouré de portraits et de clichés retraçant des décennies de combats politiques, Marine Le Pen trônait avec assurance. Autour d'elle, un cercle restreint, fidèles conseillers, tacticiens aguerris, esprits rompus aux manœuvres de l'Assemblée. L'ambiance était sereine, presque conquérante. Tout semblait sous contrôle, comme toujours. Autour de la table, ce soir-là, les cerveaux du Rassemblement national étaient tous réunis. Jordan Bardella, le jeune chef du parti, était là, bien entendu, accompagné des stratèges les plus aguerris et des conseillers qui comptent. L'ambiance, celle d'un état-major en plein briefing tactique à la veille d'un affrontement décisif. Chacun scrutait les chiffres, les courbes, les projections, comme on lirait une carte de guerre. Marine Le Pen, imperturbable, faisait glisser son doigt sur les sondages imprimés, le regard acéré. Elle soupira. Ce Lecornu, il devient franchement encombrant. Trop sûr de lui pour un bleu, trop chouchouté par les médias et surtout, trop populaire. La nervosité n'était pas visible, mais bien réelle. L'opinion publique, elle, semblait lentement basculer. Il fallait stopper l'ascension avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Alors, cette nuit-là, ils ont peaufiné leur riposte. Le plan? D'une simplicité trompeuse. Utiliser le vote de confiance sur le budget 2026 comme scène principale. L'objectif? Le ramener brutalement à sa place. Montrer à tous et surtout à lui que dans le grand théâtre de la politique française, il ne tenait qu'un rôle secondaire. Et que la vraie mise en scène se jouait ailleurs, avec d'autres metteurs en scène. Pour Marine Le Pen, l'affaire était claire comme de l'eau de roche. Il fallait écraser ce petit nouveau avec la précision d'un bulldozer élégant. Toute une vie passée dans les couloirs du pouvoir, chaque ruse parlementaire apprise à la dure, chaque contact noué avec soin à Bruxelles, Washington ou Varsovie, tout allait servir à une seule chose, faire plier le jeune Lecornu en direct devant les caméras. Objectif, l'humilier méthodiquement, sans aucune once de pitié, et rappeler à l'élite politique parisienne que rien, absolument rien, ne se fait à l'Assemblée sans l'aval du Rassemblement national.
Un premier ministre tout juste sorti de la Défense, qui avait passé ses journées à signer des contrats d'armement et serrer des mains d'amiraux, allait très vite découvrir que le champ de bataille parlementaire n'avait rien de protocolaire. « Il débute », glissait Marine à ses plus fidèles lieutenants, sourire en coin. « Moi, je suis ici depuis des années. Chaque alinéa du règlement, chaque subtilité des commissions, je les maîtrise sur le bout des doigts. Lui, il pense encore qu'on gouverne avec des tableaux Excel. » Elle n'imaginait pas une seule seconde l'échec. Pour elle, le scénario était déjà écrit. Domination totale, humiliation publique, démonstration de force. Le tout filmé en HD. Pendant des années, le rituel était immuable. Tout chef de gouvernement fraîchement nommé savait qu'un passage officieux par le bureau de Marine Le Pen s'imposait avant toute grande échéance parlementaire. On venait la voir en coulisses, on courbait les chines en échange d'un feu vert politique. C'était tacite mais clair. Rien ne passait sans son accord ou, au minimum, son silence. Édouard Philippe jouait la prudence. Jean Castex cherchait l'équilibre. Élisabeth Borne, elle, avait tenté le mépris. Une tentative vite punie par un revers cinglant. Gabriel Attal, de son côté, avait fini lui aussi par faire des concessions. Tous, sans exception, avaient accepté de naviguer selon les règles implicites écrites par le Rassemblement national au fil du temps, comme si le Parlement était devenu sa zone d'influence privée. Tous, sauf un. Et c'est là que l'aveuglement de Marine Le Pen a commencé. Elle avait sous-estimé Sébastien Lecornu. Pensant avoir affaire à un énième premier ministre malléable, elle ne voyait pas que ce dernier, depuis sa nomination inattendue en septembre, observait en silence. Mais pas n'importe comment. Avec la rigueur d'un stratège chevronné, entraîné à la lecture des mouvements ennemis. Il décortiquait ses gestes, ses manœuvres, ses coups. Et plus il observait, plus il comprenait. Le RN ne serait pas désamorcé par des compromis. Il fallait une stratégie entièrement différente. Et il l'avait. Sébastien Lecornu observait le théâtre politique avec une lucidité presque inquiétante. Il voyait, sans filtre, comment Marine Le Pen imposait ses règles comme une monarque dans son fief. Elle dictait le tempo, fixait les conditions et muselait sans scrupule toute initiative qui ne portait pas sa griffe. Le palais Bourbon n'était plus pour elle un lieu de débat républicain, mais un royaume personnel où elle régnait sans partage, transformant les élus en figurants de sa mise en scène. Mais Lecornu, homme d'analyse et de sang-froid, formé aux stratégies militaires les plus raffinées, savait que pour briser cette mécanique bien huilée, il ne suffisait pas de hausser la voix. Il fallait réécrire les règles. Et il n'allait pas le faire seul. Ce que personne n'imaginait, c'est qu'au moment même de sa nomination, alors que même les plus proches conseillers d'Emmanuel Macron ignoraient encore ses intentions, Lecornu avait déjà commencé à bâtir son cercle d'ombre. 3 esprits brillants, invisibles au grand public, mais redoutablement efficaces dans les arcanes institutionnelles. La première. Claire Dubois, 52 ans, une experte des coulisses parlementaires, passée maître dans l'art de naviguer entre articles obscurs et failles réglementaires. 15 ans passés à étudier chaque rouage du système. Ce soir-là, en ouvrant un dossier épais, elle glissa calmement. « Monsieur le Premier ministre, Marine Le Pen a un talon d'Achille. Elle croit que la force vient des chiffres et de la scène. Mais elle oublie une chose essentielle. Les règles, quand on les connaît vraiment, peuvent se retourner contre ceux qui les brandissent. » Le deuxième membre de cette équipe de l'ombre s'appelait Thomas Mercier. 45 ans, un ex-journaliste politique chevronné, reconverti en conseiller en communication de crise. Pendant une décennie, il avait chroniqué la montée du Front national, puis du Rassemblement national pour le quotidien L'Hymne. Autant dire qu'il connaissait Marine Le Pen comme sa poche. Lecornu, avec un ton grave, l'avait prévenu dès le départ. Elle va frapper fort dès le premier grand débat. C'est sa signature. Elle pose un piège bien ficelé, vous pousse à réagir sous la pression, et ensuite, elle exploite vos mots pendant des semaines. Le troisième, c'était le professeur Jean-Marc Fontaine. 67 ans, une légende discrète dans les cercles constitutionnels. Expert incontesté de la Ve République, il connaissait l'architecture institutionnelle française aussi bien qu'un architecte connaît ses plans. Cette nuit-là, tous les 4 sont restés autour de la table jusqu'à l'aube. Les stylos grattaient, les idées fusaient,
Les stratégies se testaient. Puis, à 6 heures précises, Claire Dubois a levé la tête et lancé une proposition audacieuse. Silence. Lecornu a souri. « C'est risqué. Si on se rate, je suis grillé à vie. Et si on réussit, a glissé Mercier. Alors Marine comprendra une chose essentielle, a répondu Lecornu. Qu'elle n'a plus le monopole du jeu. 15 janvier 2026. L'Assemblée nationale déborde. L'hémicycle est plein à craquer. Les caméras tournent déjà. Le moment est crucial. Au fond de la salle, Marine Le Pen entre, entourée de son état-major politique, le visage serein, presque triomphant. Tout est minutieusement préparé. À 15h30 précise, la séance s'ouvre. Elle demande la parole en première. Gravissant les marches de la tribune avec lenteur et assurance, elle s'adresse aux députés. « Mesdames et messieurs, je me réjouis que nous puissions débattre aujourd'hui de l'avenir de notre nation. » Puis son regard se fixe sur Lecornu, tel un laser. L'attaque est lancée. La France souffre. L'inflation grimpe, le chômage ronge nos territoires, l'insécurité gangrène le quotidien. Et que fait Emmanuel Macron? Il nous parachute un nouveau premier ministre, jeune, inexpérimenté, ex-militaire reconverti en politique. Le sous-entendu est limpide. Lecornu n'a pas sa place. Elle enfonce le clou. 2 années à gérer des commandes d'avions, ce n'est pas ça gouverner un pays. Gérer des rafales, ce n'est pas comprendre la détresse d'un peuple qui peine à remplir son frigo. Et le piège se referme lentement mais sûrement. Ce budget que vous nous proposez, c'est du sur-mesure technocratique, pondu par des énarques de Bercy qui n'ont jamais mis un pied dans une usine à l'agonie, ni vu un hôpital saturé. Chaque mot est pesé. Les députés RN applaudissent avec ferveur. Vous savez ce qu'on ne trouve nulle part dans ce budget? La France, les Français, ce qui compte vraiment. Le ton change, plus personnel maintenant. La lame s'aiguise. Les attaques deviennent directes. « Monsieur le Premier ministre, commença-t-elle d'un ton feutré mais tranchant, votre fidélité à Emmanuel Macron est admirable. Mais vous savez, la loyauté envers un homme ne devrait jamais se faire au détriment de celle que l'on doit à une nation. » Le silence tomba comme une chape de plomb. L'assemblée entière s'immobilisa, suspendue à ses lèvres. « Vous avez été un bon soldat au ministère de la Défense, » ajouta-t-elle avec une condescendance maîtrisée. « Mais gouverner un pays, ce n'est pas gérer des stocks d'armement. C'est défendre les intérêts des Français contre les ordres venus de Bruxelles. » Et c'est là qu'elle a sorti sa carte maîtresse, littéralement. D'un geste lent, presque solennel, Marine Le Pen déplia une feuille de papier. « Voici une série de questions toutes simples, » dit-elle en la brandissant. « Des questions que n'importe quel citoyen pourrait poser à son Premier ministre. Et si vous êtes incapable d'y répondre, alors peut-être n'avez-vous pas votre place à ce poste. » L'atmosphère était glaciale. Même les députés de la majorité semblaient mal à l'aise, raides sur leurs bancs. Première question. Sa voix ralentit. Chaque mot tombait comme une goutte d'acide. Quel est aujourd'hui le prix exact d'une baguette de pain? Lecornu ne broncha pas. Il fixait droit devant lui, visage impassible. Il avait parfaitement compris. Il était entré dans le piège. Et il n'y avait pas d'issue évidente. Deuxième salve. Quel est le salaire moyen par mois d'une infirmière dans un hôpital public? Le sourire de Marine s'élargissait. Elle le sentait. Le coup porté. Le moment approchait. L'effet de scène était presque parfait. Troisième salve. Combien de migrants en situation irrégulière ont franchi nos frontières l'année dernière, Monsieur le Premier ministre? Le ton était sec, les mots tranchants. Et cela ne faisait que commencer. Quatrième question, tirée avec la précision d'un sniper. Combien d'exploitations agricoles ont déposé le bilan en 2025 à cause des directives venues de Bruxelles? Cinquième et dernière charge. Quel est aujourd'hui le vrai taux de chômage dans les zones dites sensibles? Chaque interrogation était une balle rhétorique, parfaitement calibrée pour une exécution politique en direct. Marine Le Pen, à chaque fin de phrase, plantait son regard dans celui de Lecornu.
un regard qui mêlait provocation froide et mépris contenu. Puis elle s'est tournée vers l'Assemblée tout entière, déployant les bras comme une actrice de tragédie. « Mes chers collègues, regardez-le. Voilà un homme incapable de répondre à des questions simples, fondamentales. Pas parce qu'il manque d'intelligence, non, mais parce qu'il n'a jamais mis les pieds dans la France réelle. » Elle marqua une pause, puis lança ses mots comme des flèches. Il connaît les dorures de Matignon, les fauteuils moelleux de l'Élysée, les petits fours de l'OTAN à Bruxelles. Mais la vraie France, celle qui peine, qui se lève tôt, qui serre les dents, il ne l'a jamais rencontrée. Le plan était exécuté avec une précision chirurgicale. D'un côté, s'il osait répondre, chaque mot serait passé au crible, démonté, moqué. De l'autre, s'il se taisait, cela ne ferait que confirmer ce que Le Pen cherchait à prouver, son décalage total avec la vie des Français. Aucun bon choix. Un piège sans échappatoire. Et c'est à ce moment-là qu'elle dégaina son geste constructif, en apparence généreux, mais finement empoisonné. « Voici ma proposition, » déclara-t-elle d'un ton solennel, sûre d'elle comme jamais. « Je propose que nous reportions ce vote de confiance de quelques semaines, juste le temps pour M. Lecornu de découvrir le pays qu'il prétend gouverner. » Puis elle ajouta dans une théâtralité parfaitement maîtrisée. « Qu'il aille donc visiter nos ateliers, nos exploitations agricoles, nos hôpitaux saturés, qu'il regarde enfin la France dans les yeux. Et lorsque ce sera fait, alors, à ce moment-là seulement, nous pourrons voter. » La salle avait basculé. Ce n'était plus un discours. C'était une humiliation publique en pleine lumière. Elle suggérait ni plus ni moins que le Premier ministre retourne faire ses devoirs. Et comme pour clore le chapitre avec panache, elle leva légèrement la voix. Et s'il refuse, eh bien, nous voterons contre son budget. Et ce sera à nous d'expliquer au peuple pourquoi nous avons refusé de soutenir un gouvernement dirigé par un homme qui ne connaît pas leur réalité. Puis le rideau tomba. Le Pen retourna s'asseoir, sourire aux lèvres. Chaque pièce s'était mise en place, exactement comme elle l'avait prévu. Elle s'attendait au scénario habituel. Un regard fuyant, quelques mots maladroits, une posture défensive. Mais ce qu'elle vit n'avait rien à voir. Sébastien Lecornu se leva avec une lenteur presque calculée, comme s'il savourait chaque seconde de ce moment attendu depuis des mois. Aucune panique, aucun tremblement. Il ressemblait moins à un Premier ministre piégé qu'à un général prêt à contre-attaquer. « Madame Le Pen, » dit-il, d'un ton si posé qu'il en devenait glaçant. « Merci pour cette intervention passionnée. » Le Pen fronça imperceptiblement les sourcils. Quelque chose dans la voix de Lecornu venait de la désarçonner. Il s'approcha lentement du micro, planta son regard dans celui de son adversaire sans la moindre hésitation. « Je vous remercie également de rappeler votre engagement politique. 7 ans à l'Assemblée nationale, c'est en effet notable. Permettez-moi toutefois d'ajouter quelques précisions. » Un silence tendu envahit l'hémicycle. « En 7 années de mandat, combien de lois avez-vous réussi à faire adopter? » Je vais vous épargner les calculs. 3. 3 lois mineures en 7 ans. La salle frémit. La voix de Lecornu restait calme, mais chaque mot était une lame. Et vos amendements? 267 déposés, 67 votés, soit 25% de réussite. Marine tenta de réagir, de couper la parole, mais Lecornu enchaîna, implacable. Vous parlez d'expérience? L'expérience, madame, ce ne sont pas les années, c'est ce qu'on en fait. Et vos résultats parlent d'eux-mêmes, ils sont faibles, et ils déçoivent. Quelques députés remuaient nerveusement sur leurs bancs. Lecornu, imperturbable, reprit. « Vous êtes député du Pas-de-Calais, n'est-ce pas? Combien de fois vous y êtes-vous rendu l'an dernier? 12, 1 fois par mois. Bravo pour ce minimum syndical. » L'ironie claquait comme un fouet. « Vous m'interrogez sur le prix d'une baguette. Laissez-moi donc vous poser une question simple à mon tour. À quand remonte la dernière fois que vous êtes entré dans une boulangerie sans équipe de télévision? » Le Pen pâlit visiblement. «
Vous me parlez de déconnexion? Mais vous vivez dans un appartement de 200 mètres carrés dans le très chic 16e arrondissement. Vous voyagez en première classe. Vous dînez dans les restaurants étoilés. Et c'est moi que vous accusez de ne pas connaître la vraie vie? Chaque phrase frappait fort, méthodiquement. Jetons un œil à votre agenda de 2025. Combien de départements avez-vous visité? 23. Moi? 67 en 2 ans. Parlons des agriculteurs. Vous avez passé combien de jours sur le terrain dans des fermes? 0. Moi? 12 jours, au contact direct de ceux qui se lèvent à l'aube. Vous mentionnez les infirmières. Savez-vous que votre parti a voté contre l'augmentation de leur salaire? Le silence était tombé. Les applaudissements RN, eux, s'étaient évaporés. Puis le cornu conclut avec une puissance tranquille. Et maintenant, votre fameuse proposition. Que je prenne quelques semaines pour apprendre. Voilà ma réponse. Non. Le mot claqua comme une gifle. Il poursuivit, plus grave. Non, parce que pendant que vous jouez à votre théâtre, il y a des Français qui attendent des réponses. Des hôpitaux à court de personnel, des écoles en ruine. Et non, parce que je ne suis pas ici pour faire de la figuration. Je suis ici pour gouverner. Un contraste saisissant venait de se dessiner. Un acteur, une actrice. Mais seul l'un des deux portait la responsabilité du réel. Ce budget, conclut-il, ce sont des mois de travail, des centaines d'heures de concertation. Et il contient quoi? Des hausses de salaire pour les soignants, des aides concrètes pour les agriculteurs, des investissements sérieux pour notre sécurité. Chaque point que je viens d'énoncer contredit votre discours, Madame Le Pen. Et pourtant, vous ne les avez même pas mentionnés. Pourquoi? Parce qu'admettre que ce gouvernement agit concrètement, ce serait briser le récit que vous entretenez. Alors vous préférez passer sous silence. Ce n'est plus de l'omission, c'est du mensonge. L'accusation était directe, lourde, impossible à ignorer. Puis le cornu fixa l'Assemblée et le ton changea. Voilà ce qu'on va faire. Ce vote de confiance n'aura pas lieu dans 3 semaines. Il aura lieu maintenant, ici, aujourd'hui. Sa voix vibrait d'une détermination sans détour. Vous allez voter. Si vous jugez ce budget mauvais, alors votez contre. Mais faites-le en regardant les Français dans les yeux. Assumez. Il marqua une pause, puis ajouta. Mais si vous votez contre uniquement pour créer du chaos, pour faire tomber un gouvernement par stratégie, alors le peuple saura. Oui, ils sauront que vous n'êtes pas une force d'alternative. Vous êtes une force de destruction. Et là, la ligne rouge fut tracée. Vous savez ce qui nous sépare, vous et moi? Vous instrumentalisez la souffrance des Français pour récolter des voix. Moi, je cherche à la soulager. Parce que je la connais, je l'ai vécue. Pas besoin de crier, c'était plus fort que ça. C'était un coup de tonnerre moral, une rupture claire, implacable. Je viens de Rouen. Sa voix, calme mais posée, captait chaque oreille dans l'hémicycle. Mon père vissait des boulons sur une chaîne de montage automobile. Ma mère courait d'un lit à l'autre dans un hôpital public. J'ai grandi dans un appartement de 60 mètres carrés, dans une barre HLM sans ascenseur. Il marqua un temps. Si j'ai étudié, c'est parce que la République m'a tendu la main, grâce aux bourses, pas grâce à un réseau, pas grâce à un nom. Chaque phrase traçait une ligne de plus entre lui et son adversaire. Je ne suis pas issu d'une dynastie politique. Personne ne m'a légué un siège. Je n'ai pas grandi entre les dorures du 16e arrondissement, ni fréquenté les dîners mondains. Mon parcours, je l'ai construit seul, à la force du travail, pas de l'héritage. Le contraste était violent, le silence total. Et puis, il s'arrêta. Juste un instant, respirant profondément. Ses yeux fixèrent ceux de Marine Le Pen, sans trembler, sans détour. Et dans ce calme absolu, il lâcha une phrase qui allait faire trembler l'Assemblée nationale. « Madame Le Pen, cela fait 3 décennies que vous promettez de sauver la France. Mais la seule chose que vous avez réellement réussi à sauver, c'est votre propre carrière politique. Une carrière bâtie sur la peur et le mensonge. » Un silence glacial tomba sur l'hémicycle.
Pas un souffle, pas un froissement de papier. Le vide sonore était si total qu'on aurait pu entendre tomber le stylo d'un huissier. Marine Le Pen, figée sur son siège, ressemblait à une statue taillée dans le marbre le plus froid. Aucune expression sur son visage. Mais ses yeux, eux, trahissaient l'impact. Un mélange d'humiliation brutale et de défaite qu'elle n'avait pas vu venir. Les députés du Rassemblement national étaient eux aussi tétanisés. Aucun applaudissement, aucun murmure, juste la stupeur. Et le cornu, sans une pause, enchaîna. « À quel moment, Madame Le Pen, choisirez-vous enfin de servir réellement ce pays, au lieu de vous en servir pour nourrir vos ambitions personnelles ?» La phrase, tranchante comme une lame, resta suspendue dans l'air comme un verdict implacable. Marine Le Pen restait sans voix, littéralement. C'était la première fois, en plusieurs décennies de vie politique, qu'elle ne trouvait absolument rien à répliquer. Le président de séance tenta de reprendre le fil. « Monsieur le Premier ministre, j'ai fini. Je demande que le vote ait lieu immédiatement. » Silence de nouveau. Puis il prononça froidement. « Je fais appel à l'article 49, alinéa 3 de notre Constitution. C'est mon droit. » Dans les tribunes, Claire Dubois souriait. Large, franc, presque soulagé. Tout s'était déroulé à la perfection, exactement comme prévu, comme il l'avait écrit, ligne par ligne, cette nuit-là. 3 minutes. 3 longues minutes figées dans l'éternité. Le temps du vote. Chaque seconde paraissait s'étirer comme si le destin lui-même retenait son souffle. Puis, les chiffres sont tombés sur l'écran. 209 pour, 220 contre. Mais ce n'était pas le chiffre brut qui fit trembler les murs. C'était celui-là. 50 abstentions dans les rangs du Rassemblement national. 50 élus qui, pour la première fois de l'histoire du parti, avaient osé désobéir, rompre l'unité sacrée, regarder leur chef et choisir une autre voie. Marine Le Pen, debout, fixait l'écran comme si ce qu'elle voyait ne pouvait pas exister. Ce n'était plus simplement une défaite tactique. C'était un désaveu public, une claque, une faille profonde dans une forteresse qu'on croyait inviolable. Pendant ce temps, le cornu s'est levé, sans bruit, sans un mot de plus. Il a salué d'un discret signe de tête l'hémicycle et s'est dirigé vers la sortie. Pas de discours, pas de sourire satisfait. Juste la dignité tranquille de celui qui sait ce qu'il a accompli. Dans les couloirs, les micros ont fusé. « Monsieur le Premier ministre, un mot sur cette victoire historique ?» Il s'est arrêté une seconde. « Ce n'est pas ma victoire, a-t-il répondu. C'est un acte de confiance. Et maintenant? Maintenant, le travail commence vraiment. » Les heures qui suivirent furent une déferlante, une avalanche de réactions. En quelques minutes, le cornu contre Le Pen s'était hissé au sommet des tendances sur toutes les plateformes. Twitter, TikTok, Instagram, la séquence était partout. Les extraits vidéo de leur affrontement tournaient en boucle, engrangeant des millions de vues en un temps record. Au QG du Rassemblement national, c'était l'affolement total, une atmosphère de crise. Marine Le Pen s'était cloîtrée dans son bureau, refusant toute déclaration, obsédée par un chiffre, 50. 50 abstentions. 50 signaux rouges clignotant dans son propre camp. Pour la première fois, son autorité autrefois incontestable semblait vaciller. Le lendemain matin, les journaux avaient tous sorti la grosse artillerie. Le Figaro en une. Le Pen humilié en direct par Le Cornu. Libération. Une démonstration froide et chirurgicale du premier ministre face au RN. Le Monde, plus sobre, analysait un tournant stratégique dans la lutte contre les populismes. Et les semaines suivantes ne firent que confirmer la secousse. Les sondages sont tombés comme des couperets. Marine Le Pen perdait 6 points nets dans tous les baromètres d'opinion. Sa stature de chef incontournable était gravement touchée. Pendant ce temps, Sébastien Lecornu sortait de l'ombre. Plus qu'un premier ministre technique, un chef politique, désormais respecté, parfois redouté. Quelque chose avait changé dans les regards.
Dans les réunions ministérielles, ses collègues ne le voyaient plus tout à fait pareil. Dans les couloirs du pouvoir, les opposants d'hier inclinaient désormais la tête avec un soupçon de respect. Mais plus marquant encore fut l'effet long terme. Pendant des années, affronter frontalement le Rassemblement national relevait du tabou. Trop risqué, trop explosif. Et voilà qu'un premier ministre venait de démontrer, preuves à l'appui, qu'on pouvait répondre au populisme, sans hurler, sans fuir, mais avec rigueur, calme et des faits solides. Peu à peu, dans les coulisses de la politique, on se mit à parler de la méthode Lecornu. Et bientôt, on commença à l'appliquer. Ce qui n'était qu'une tactique ponctuelle devenait une doctrine assumée. Alors, en avril 2026, sentant le sol se dérober, Marine Le Pen tenta une grande riposte. Show électoral à Lyon. 8000 fidèles en transe. Tension maximale. « Ce premier ministre croit qu'il peut nous humilier !» criait-elle à la tribune. La foule hurlait « Démission! Démission !» Et la réponse de Lecornu? Aucun mot, rien, pas une ligne, pas un tweet. Interrogé, il avait simplement répondu « Madame Le Pen peut bien dire tout ce qu'elle veut. Moi, j'ai un pays à faire avancer. Je ne terre pas mon temps avec du bruit. » L'effet fut ravageur. Être ignoré publiquement, c'est souvent bien plus douloureux que d'être attaqué frontalement. Marine Le Pen enchaînait les interviews, les tribunes, les attaques publiques, encore et encore. Mais chaque fois, la réponse de Lecornu, calme et implacable, restait identique. « Je suis au travail. » À force, l'opinion publique commençait à le remarquer. Lui agissait, elle s'acharnait. Elle semblait enfermée dans une boucle obsessionnelle, incapable de tourner la page. Puis, en juin 2026, un sondage fit l'effet d'un électrochoc. 62% des Français soutenaient pleinement la méthode Lecornu. Plus frappant encore, un tiers des électeurs du Arnian eux-mêmes estimaient que leur parti devait changer de ton. Moins de cris, plus d'action. C'était un séisme politique. Et comme si l'histoire s'écrivait à grande vitesse, septembre apporta un tournant dramatique. Lors d'un déplacement en région, Lecornu fut violemment pris à partie par un extrémiste, identifié comme militant proche du Rassemblement national. Tout aurait pu basculer. Un mot de trop, une attaque en retour, et Marine Le Pen aurait pu voir sa carrière exploser. Mais à la surprise générale, Lecornu monta à la tribune et déclara « Je refuse d'imputer à un mouvement entier l'acte isolé d'un fanatique. Oui, la violence politique est inacceptable, mais accuser collectivement, c'est trahir les principes que nous défendons. » Le pays entier fut soufflé. Une dignité rare, une hauteur de vue saluée jusque chez ses adversaires. Et pour la première fois, Le Pen s'inclina, publiquement. Je remercie sincèrement le premier ministre pour sa décence et son sens de la justice. Pas de pique, pas de double sens, juste du respect. Puis, en octobre, l'impensable survint. Marine Le Pen vota pour un amendement proposé par le gouvernement. Un simple vote, oui, mais symboliquement, un monde venait de changer. Elle avait compris. L'opposition systématique ne fonctionnait plus. Et en novembre, lors de la cérémonie du 11 novembre à l'Arc de Triomphe, les caméras immortalisèrent une poignée de main longtemps inimaginable. « Vous avez remporté cette bataille politique », murmura Marine Le Pen. Lecornu, sobrement, « Ce n'est pas une bataille, madame. C'est la France. » Elle acquiesça. « Justement, c'est bien pour ça que vous avez gagné. » Cela n'a duré que quelques secondes, mais ce bref échange a signé la clôture silencieuse d'un chapitre entier de la politique française. Aujourd'hui, un an jour pour jour après ces fameuses 47 secondes devenues légendaires, le paysage politique national n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Le corps nu, comme on l'appelle désormais dans les cercles universitaires, est devenu un symbole. Marine Le Pen, jadis figure incontournable, vacille, fragilisée même au sein de son propre bastion. Son autorité, longtemps incontestée, s'érode à vue d'œil.
En parallèle, les débats à l'Assemblée ont gagné en maturité. Moins de grands gestes, plus de chiffres. Moins de slogans, plus d'arguments. Un nouvel air, plus rationnel, a soufflé sur le théâtre politique. Dans les amphis des instituts de sciences politiques, une nouvelle génération de leaders en herbe se penche sur le moment Lecornu comme sur un cas d'école. Comment neutraliser un populiste sans hausser le ton? Comment retourner un piège rhétorique contre celui qui l'a tendu? Et surtout, comment gagner en restant calme? Pour Marine Le Pen, ce n'était pas seulement une défaite politique. C'était une claque brutale, une leçon amère que seule la réalité peut enseigner. Elle, qui pendant des années avait cultivé une posture d'autorité inébranlable, venait de découvrir que même l'arrogance la plus sûre d'elle finit toujours par heurter un mur, celui de l'épuisement du public. Dans un moment d'intimité avec ses fidèles, loin des micros et des caméras, elle aurait lâché cette confidence saisissante. Le corps nu m'a infligé la leçon la plus violente de ma carrière. Il m'a mis face à un miroir, et ce que j'y ai vu, c'est précisément ce que j'ai prétendu combattre toute ma vie. Ce retournement, ce choc politique d'ampleur, tout a démarré par une simple phrase. Une phrase taillée au scalpel. 47 secondes, 23 mots. Et la vieille mécanique du pouvoir a commencé à se fissurer. Une révolution, pas avec des cris, mais avec un calme chirurgical. Une révolution made in France. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée à cette joute verbale. Dans les mois qui ont suivi, un basculement plus profond s'est opéré. Un glissement silencieux mais irréversible dans la manière dont les Français perçoivent leur classe politique. Car ce jour-là, ce n'était pas seulement Marine Le Pen qui avait essuyé une défaite. C'est tout un mode opératoire qui s'est effondré avec elle. Celui qui se nourrit de la peur, qui s'appuie sur les émotions primaires et les vérités tronquées. Celui qui confond conviction et manipulation. Peu à peu, les politologues ont commencé à désigner cette séquence comme un véritable jalon historique. Le moment Lecornu. Une fracture nette dans la Ve République. Des mémoires d'étudiants y ont été consacrés. Des essais sont sortis en librairie. Des documentaires diffusés en prime time ont rejoué, seconde après seconde, cette passe d'armes devenue culte. Ce qui a fasciné les analystes, ce n'est pas seulement le choc, c'est la mécanique derrière. Là où beaucoup pensaient assister à un éclat de sincérité improvisée, ils ont découvert une opération chirurgicale. Rien, absolument rien n'avait été laissé au hasard. Pas une respiration, pas un mot de travers. 6 mois plus tard, dans un ouvrage explosif, Claire Dubois, la conseillère de l'ombre derrière Lecornu, a levé le voile sur les coulisses de cette exécution maîtrisée. Chaque scénario avait été envisagé, chaque attaque prévue, chaque contre-argument prêt, écrit-elle. Le piège était attendu. Nous n'avons pas voulu l'éviter. Nous l'avons retourné. Mais avec des faits, pas avec des cris. Ce n'était pas une défense. C'était une contre-attaque d'une précision redoutable. Et c'est ce qui a tout changé. La révélation de cette stratégie millimétrée a fait l'effet d'une bombe dans le paysage politique français. Très vite, le débat s'est enflammé. Était-ce une démonstration de sang-froid admirable ou une manœuvre froide et cynique? Les uns y voyaient une forme de manipulation politique déguisée en leçon de morale républicaine. Les autres saluaient une exécution brillante, à la fois chirurgicale et nécessaire. Mais quel que soit le camp, une chose restait incontestable, l'efficacité. Depuis cette fameuse confrontation, la cote de popularité du gouvernement Lecornu n'a cessé de grimper. Les textes de loi qu'on pensait voués à l'échec passaient désormais avec étonnamment peu de résistance. Même dans les rangs du Rassemblement national, certains députés, discrets mais lucides, avaient commencé à voter ponctuellement en faveur de certaines mesures gouvernementales. Un séisme silencieux. Quant à Marine Le Pen, elle semblait avoir perdu pied. Après cet échec cuisant, elle s'est comme évaporée des écrans. Ses très rares apparitions étaient devenues méconnaissables. Ton modéré, discours maîtrisé, aucune envolée agressive. Un contraste saisissant avec l'ancienne tribune enflammée qu'elle incarnait. Au sein du Rassemblement national, les craquements sont devenus des fissures et les murmures de désaccord se sont transformés en voix qui montent.
Jordan Bardella, le président jeune et ambitieux, grignotait peu à peu la lumière des projecteurs. Certains l'imaginaient déjà prêt à succéder à Marine Le Pen, le jour où elle lâcherait enfin le trône. Et puis, il y avait les fameux 50. Ces députés qui, lors du vote de confiance, avaient osé ne pas suivre la ligne officielle. Ensemble, ils formaient désormais un groupe informel, mais influent. Leur message était clair. Continuer à dire non à tout ne suffit plus. Il faut proposer, construire, évoluer. Sinon, le parti finira par se fossiliser. Et ce qui couvait depuis des mois a explosé au grand jour en décembre 2026 lors du congrès annuel à Nice. Devant une salle pleine à craquer, un jeune député, élu en 2022, a pris la parole. Et il n'a pas mâché ses mots. « Madame Le Pen, tout ce que vous avez fait pour ce parti est immense. Mais soyons francs, notre stratégie actuelle est un échec. Les Français ne veulent plus de slogans creux. Ils réclament des solutions concrètes. Si on ne change pas, c'est notre crédibilité qui disparaît. » Le silence dans la salle était glaçant, du jamais vu. Marine Le Pen, elle, n'a pas levé la voix. Aucun coup de menton, aucune réplique cinglante. Juste un regard figé, et puis cette phrase, presque murmurée. « Vous avez sans doute raison. Peut-être que le monde bouge. Et peut-être qu'il est temps qu'on bouge avec lui. » Et là, l'histoire du parti a changé. Les mots de Marine Le Pen ont retenti comme une déflagration dans l'univers politique français. Les journaux du lendemain parlaient d'un tremblement de terre au sein du Rassemblement national. Certains observateurs allaient même jusqu'à murmurer que la chef historique du parti préparait lentement sa sortie. Pendant que les spéculations enflammaient les plateaux télé, Sébastien Lecornu, lui, consolidait pas à pas son ascension. En janvier 2027, lors des vœux présidentiels, Emmanuel Macron lui-même s'est exprimé avec une rare clarté. Sébastien Lecornu nous prouve qu'il existe une autre façon de faire de la politique. Une politique ferme, sans agressivité. Des convictions défendues sans invective. Des débats remportés par des idées, pas des slogans. Un hommage appuyé, mais qui s'est rapidement transformé en source d'inquiétude pour l'Élysée. Car dans l'opinion publique, une vérité gênante commençait à s'installer. Le Premier ministre inspirait désormais plus de confiance que le président lui-même. Et cette ombre grandissante déclencha les vieux réflexes. Dans les coulisses, des rumeurs circulaient. Macron envisagerait discrètement de le remplacer, craignant de voir son poulain devenir un rival. Mais Lecornu, stratège jusqu'au bout, a choisi une voie pleine de finesse. À chaque discours, il rendait hommage au président, répétait qu'il ne faisait qu'exécuter la vision de l'Élysée et évitait soigneusement toute allusion qui pourrait ressembler à une ambition personnelle. Une posture prudente qui n'a fait que renforcer son image d'homme d'État réfléchi, loyal et étrangement présidentiable. Et c'est alors, en mars 2027, qu'un événement imprévu est venu bouleverser la partie. Mars 2027, Bruxelles. Dans le cadre tendu d'un sommet européen où chacun défendait férocement ses intérêts, Sébastien Lecornu a frappé un grand coup. Avec calme, précision et fermeté, il a arraché plusieurs concessions économiques majeures pour la France face à des partenaires européens parfois sceptiques, souvent rigides. La réaction ne s'est pas fait attendre. Des éloges à gauche comme à droite, une standing ovation médiatique rare dans un pays habitué aux divisions. Même l'opposition institutionnelle, d'ordinaire prompte à critiquer, a salué la performance. Le coup de grâce est venu de l'international. Le prestigieux magazine Time l'a placé en une, titrant en lettres capitales « The New Face of French Politics », le nouveau visage de la politique française. Dans l'article, un portrait éloquent d'un homme capable de concilier rigueur stratégique, courage public et intégrité personnelle. Un cocktail que l'on croyait disparu de la scène politique contemporaine. Cette reconnaissance mondiale n'a fait que solidifier encore davantage son aura nationale. Et les chiffres n'ont pas tardé à confirmer ce phénomène. Sa cote de popularité a franchi des sommets rarement atteints par un premier ministre sous la Ve République. 67% d'opinion favorable. Plus surprenant encore, même chez les électeurs de droite dure, voire d'extrême droite, Lecornu suscitait une forme d'adhésion inattendue. Calme mais ferme,
Technocrate mais humain, il brouillait les codes. Marine Le Pen, observant cette envolée avec un mélange d'agacement, de fascination et, fait rare, de respect, a fini par lâcher une déclaration étonnante, en direct à la télévision, en avril. Le Cornu reste un adversaire politique, mais je dois l'admettre, il a profondément bousculé nos habitudes. Il prouve qu'on peut être efficace sans tomber dans la démagogie. Une leçon que nous devrions tous méditer. Et quand même, Marine Le Pen commence à reconnaître la méthode, c'est qu'un tournant s'est vraiment produit. Quand Marine Le Pen elle-même finit par reconnaître à demi-mot l'impact de son rival, ce n'était pas qu'un aveu politique, c'était un virage symbolique. Ce jour-là, la France n'a pas simplement assisté à une passe d'armes entre deux figures. Elle a vu basculer une époque. Le fameux « moment Le Cornu » du 15 janvier 2026 est désormais cité dans les manuels et comparé au tournant majeur de la Ve République, le discours fondateur de Gaulle à Bayeux en 1946 ou encore la dissolution surprise de l'Assemblée par Chirac en 1997. Sauf qu'ici, pas de serment sous les drapeaux, pas de grande scène présidentielle. Juste un hémicycle tendu, un silence suspendu et un homme qui refuse de courber l'échine. Mais ce qui touche le plus, au-delà des tableaux politiques et des comparaisons historiques, c'est l'essence humaine de ce moment. Un homme de 39 ans, pas un héritier, pas un nom gravé dans la dynastie républicaine, un fils d'ouvrier et d'infirmière. Quelqu'un qui, face à une figure politique installée depuis des décennies, choisit de ne pas reculer. Pas de cris, pas de coup de théâtre, juste une vérité dite avec calme. Une vérité qui aurait pu le brûler, mais qui l'a quand même porté. Le Cornu n'a pas choisi la facilité. Il n'a pas joué sur les émotions. Il n'a pas cherché l'effet de foule. Il a préféré les faits à la peur, la dignité à l'agressivité. Et ce jour-là, c'est peut-être ça que la France a vu pour la première fois depuis longtemps. Un leader sans costume de héros, mais avec une boussole. Peut-être que la véritable morale de ce qu'on appelle désormais l'instant Le Cornu ne réside ni dans la stratégie, ni dans l'art de la répartie. Peut-être que le vrai message, c'était une leçon de droiture, de courage pur, de ce que la vérité peut encore accomplir, même dans un monde saturé de slogans creux. Aujourd'hui, dans les amphis des facultés de droit ou les salles de classe des lycées, ce moment est étudié, cité, débattu. Pas parce que tous veulent voter Le Cornu, non, mais parce qu'il a prouvé qu'un autre style est possible. Parce qu'il a incarné, l'espace d'un instant, ce que beaucoup attendaient. Un ton différent, une parole droite, une position ferme, sans tomber dans la caricature. Et c'est sans doute ça, au fond, l'empreinte la plus durable laissée par ces 47 secondes. Pas un simple coup d'éclat passager, mais une mue culturelle, profonde, dans la manière dont on débat en France. Comme un retour aux fondations oubliées du républicanisme. Le respect, le calme, l'argument logique, la vérité nue. Et tout est parti d'un acte simple, celui de refuser la peur, celui de ne pas répondre à la haine par la haine, celui de croire envers et contre tout que les Français valent mieux que des mensonges formatés ou des émotions manipulées. En 47 secondes, on a prouvé que oui, dans la vie publique comme dans la vie personnelle, la sincérité et le courage peuvent encore terrasser la peur et l'imposture. Et ça, ce n'est pas une anecdote. C'est une page d'histoire.